Voilà, comme ça l'enregistrement c'est fait. Bon, bah de toute façon, prenez le temps tranquille de vous installer. Je coupe les micros pour éviter qu'il y ait des bruits de fond, mais si jamais il y a besoin, surtout vers la fin, on prendra un temps de questions-réponses si jamais il y a des questions. Euh, alors, on va aussi diffuser le document. Il y a encore des personnes qui arrivent. Alors, euh, pour les slides, Mel, il faudra que tu me dises, parce que c'est moi qui vais partager mon écran, du coup. Ah, ok. Je pensais que tu pouvais le... Non, non, je vais partager mon... Si. Ok, je te dirai. Je te fais un petit signe. Yes. Alors, est-ce que tout le monde voit bien notre magnifique PowerPoint? Super. Bon, de toute façon, il va y avoir un petit peu encore des personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Si besoin, il y a le chat. Après, moi, pendant que je parle, je garde pas trop le regard sur le chat. Ça a tendance à me déconcentrer. Mais si vous avez des questions, on aura un temps à la fin pour des questions. Euh, et ce sera fait pour ça. Et à la fin, on aura aussi des petits témoignages de nos élèves qui vont passer nous faire un petit coucou. Ok. Bah déjà, on est hyper heureuse de vous accueillir avec Mélissa ce soir, en ce 6 mai à 19 heures. Vous êtes une bonne centaine d'inscrits. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui vont le voir en replay, mais on est très heureuse de pouvoir partager ça avec vous, cette conférence autour de sujets qui nous passionnent. Et peut-être pour commencer, on va justement se présenter en quelques mots, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous connaissent pas forcément, et puis qu'on vous dise un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on a eu l'élan de faire ça. Est-ce que Mel, tu veux commencer à dire un petit mot? Ouais, bien sûr, je peux. Bah déjà, bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Mélissa Chabot. Je suis thérapeute en transgénérationnel, donc j'accompagne des personnes qui ressentent le besoin de se sentir en paix vis-à-vis de leur héritage familial, culturel. Et puis bah, je co-facilite le cursus initiatique en breathwork Alchimia avec Aurore ici présente. Donc voilà ce que je peux vous partager sur moi. Peut-être que je dis un petit mot après sur ma découverte du breathwork. Oui, oui, vas-y, tu peux tout dire d'un coup, hein. Ouais, ok, vu qu'on est là pour ça. Donc moi, le breathwork, c'est une pratique qui est arrivée dans ma vie il y a bientôt 5 ans. Je me suis rendue à un stage qu'Aurore organisait justement sur 2 jours à Lyon. Et je me souviens avoir eu la sensation de vraiment respirer de nouveau pour la première fois. C'était vraiment un souvenir remarquable pour moi. À ce moment-là, j'étais dans une période de vie où je me questionnais beaucoup. La vie me poussait à me positionner justement par rapport à quelque chose et je réfléchissais énormément avec ma tête. Et en fait, sans le savoir, puisque j'étais venue vraiment pour découvrir, j'avais pas d'intention particulière. Le breathwork m'a beaucoup aidée par rapport à cette situation de vie. Parce qu'en fait, pendant mon voyage, j'ai vraiment eu la sensation de respirer, de ressentir et d'avoir une autre lecture de compréhension en fait par rapport à ce à quoi j'étais habituée justement avec le mental. Donc, c'était vraiment une expérience où j'ai reconnecté avec mes sensations physiques. Et j'ai vraiment eu la sensation de ressentir à l'intérieur du corps ce que c'est de comprendre justement avec le corps et avec les cellules de mon corps. Donc, c'était assez extraordinaire comme expérience pour moi. J'avais vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvrait à l'intérieur, une reconnexion avec des sensations que j'avais complètement oubliées. Et ouais, c'était vraiment un souvenir marquant pour moi, à tel point que ça m'a donné envie après de continuer à explorer, à pratiquer, donc beaucoup avec Aurore. Et puis après, j'ai même intégré le breathwork dans ma routine personnelle, donc moi, je pratique beaucoup dans mon quotidien et ça m'a permis d'ouvrir aussi des portes après en lien avec la mémoire cellulaire, les états de conscience modifiés. On va en parler un petit peu pendant la conférence. Donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve là devant vous à partager justement cette expérience autour du souffle, de la respiration, les découvertes que j'ai pu en faire et que je continue à en faire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre curiosité et votre présence à être là aujourd'hui en direct et pour ceux qui vont aussi regarder
en replay. Parce que c'est un très beau cadeau pour moi de pouvoir m'exprimer à ce sujet et d'échanger avec vous là-dessus. Voilà ce que je peux vous partager en quelques mots sur moi. Mhm. Merci, merci Mélissa. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel. Toutes les personnes qui sont inscrites là à la conférence, vous recevrez une petite pratique offerte pour pratiquer le breathwork guidé. Alors, c'est pas exactement la même chose qu'on fait nous dans les stages et dans le cursus, mais ça vous donnera quand même une petite amorce. Et d'ailleurs, je me disais, je suis curieuse juste de savoir, là, toutes les personnes qui sont là, si vous avez déjà expérimenter le breathwork, vous pourrez peut-être nous mettre dans le chat si vous avez déjà testé ou pas, de quelle manière. Voilà, si vous avez l'élan de nous partager, on regardera après. Donc moi, je suis hyper heureuse de faire suite du coup à Mélissa qui vient de se présenter. Le breathwork, ça a été aussi un sacré virage dans ma vie. J'ai découvert, je crois, en 2018, pour pas dire de bêtises, à Bali. C'était un moment de ma vie assez particulier. Il y avait eu les tremblements de terre. J'étais dans un état d'insécurité complet. Et, et cette première respiration, elle est venue comme réveiller tout plein de parties qui étaient endormies à l'intérieur de moi. Et ça m'a vraiment permis de revenir à l'intérieur parce que j'étais complètement fragmentée avec les tremblements. Je sentais tout. Enfin, j'étais en hyper-vigilance. Et j'ai vraiment eu la sensation d'incorporer une énergie de serpent, de force de vie à l'intérieur de moi. Enfin, c'était assez magique. Je suis restée ensuite pendant 1 heure en état second devant ma soupe dans un restaurant balinais. J'ai mis 1 heure à m'en remettre, je crois, à arriver à redescendre sur Terre. Et puis quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc j'y suis retournée, je me suis formée, j'ai continué à faire plein plein de choses. Et puis j'ai commencé à l'intégrer dans mes retraites, dans mes stages et à tenir énormément d'espace. Et à chaque fois, je voyais l'impact que ça avait sur les gens. Je me disais, mais c'est extraordinaire. Il faut absolument qu'il y ait plus de personnes qui fassent ça. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce cursus il y a maintenant 4 ans. Et waouh! Et c'est une grande joie vraiment d'avoir pu voir autant de personnes voilà, passer par plein d'étapes, de passages, surtout que chaque breathwork est différent, chaque manière de respirer est différente en fonction de nos moments de notre vie. Et voilà, donc je suis hyper, hyper heureuse de partager ça. Juste pour dire quelques mots sur moi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui sont arrivés par des biais mystérieux ou par des publicités. Moi, ce qui me passionne, c'est de permettre aux personnes de faire la paix avec leur histoire, et notamment à travers donc, le breathwork, mais aussi les constellations archétypales, familiales. Je suis aussi très très sensible à tout ce qui tourne autour de la guérison du trauma, de l'anxiété, des troubles de l'addiction, etc. Parce que je suis passée par là quand j'étais jeune et aujourd'hui c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire en quelques mots pour pas que ça dure trop longtemps. Et effectivement, merci d'être là avec nous. Donc vous allez voir, on a fait une petite présentation avec Mélissa. On va un petit peu se passer le bâton de parole au fur et à mesure de la soirée. Ça vous donne aussi un support visuel, c'est plus parlant. On a commencé avec cette citation que j'avais trouvée super belle, le souffle est l'endroit où le divin rencontre le corps. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'on partage comme croyance aussi avec Mélissa et comme sensation quand on respire. Pourquoi on a eu envie de vous parler du souffle aujourd'hui? Parce que le souffle, c'est la seule fonction autonome qu'on peut volontairement réguler. Il agit directement sur notre système nerveux, nos émotions, notre capacité à nous reconnecter à l'instant présent. Et donc, il nous offre un accès direct à notre intériorité. Et on n'a pas énormément d'éléments au final, à part notre respiration, qui nous permet de tout de suite nous permettre de nous réguler, de changer d'état, de se relier à différentes parties de nous, différentes parties de notre inconscient. Donc là, la première invitation et la première observation, c'était juste là, 10 secondes, si vous observez votre respiration naturelle, sans chercher à rien changer, juste de pouvoir sentir en fait. Où est-ce que ça circule à l'intérieur? Est-ce que j'ai tendance à respirer plutôt en haut, plutôt en bas? Est-ce que j'ai des sensations où c'est saccadé à certains endroits?
Euh, Est-ce que j'ai un inspire plus long, un expire plus long? Juste d'observer en fait, de sentir comment est-ce que je respire naturellement à l'intérieur, sachant qu'on respire aujourd'hui, maintenant, à 19h15 de telle manière, et puis il y a une heure, peut-être qu'on respirait d'une autre manière. Et puis de juste se rendre compte aussi qu'on a la capacité de changer cette respiration, mais ça on le verra après. Mais juste déjà de prendre ce premier petit temps d'observation, ça nous permet de juste sentir en fait que c'est là et qu'on peut déjà le sentir et l'observer. Euh, donc la respiration, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est à la fois un acte automatique et en même temps, c'est un outil de transformation dans le sens où on respire. On n'a pas besoin de réfléchir au fait de respirer, et heureusement, parce que vous imaginez la galère sinon. Donc on a tout un système autonome, un système nerveux, voilà, qui fait que naturellement ça se fait. C'est le seul système autonome comme le battement cardiaque et la digestion où on peut quand même volontairement réguler ce qui peut se passer. Donc en respirant autrement, différemment, eh ben, on peut changer notre état. On peut changer notre état psychique, ça peut calmer notre flot de pensée, ça peut changer notre état émotionnel. On peut passer d'une émotion de colère à une émotion beaucoup plus calme. Et ça peut nous permettre de changer d'état physiologique, donc bien sûr de modifier plein de microsystèmes à l'intérieur de nous, réguler des organes, etc., réguler notre système nerveux. Donc le souffle, c'est vraiment un pont entre le visible et l'invisible, et entre notre biologie et notre histoire émotionnelle. C'est pour ça que c'est un outil hyper, hyper puissant et qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Nous, on a cette approche du breathwork alchimique, mais si vous regardez en ce moment dans le monde du développement personnel, etc., il y a énormément de choses autour de la respiration. Il y a eu les pranayama qui venaient d'Inde avec le yoga. Il y a eu toute l'approche aussi avec les bains froids, la respiration Wim Hof, qui est devenue aussi très tendance. Il y a toute la partie breathwork avec notre approche à nous. Il y a des approches aussi qui sont parfois plus guidées, plus douces. Enfin, il y a plein plein de manières au final de se connecter au souffle et à la respiration, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'aller tester un peu différentes choses et de nous voir qu'est-ce qui nous correspond le plus. Donc là, la deuxième petite expérience qu'on peut faire, c'est que justement vous retestiez de fermer les yeux, à nouveau de vous reconnecter à votre respiration naturelle. Donc de toujours observer comment est-ce que c'est à l'intérieur, comment est-ce que vous respirez, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est ample, sachant que là, moi, dans ma manière de vous parler avec le PowerPoint, j'ai un système sympathique qui est très actif. Je parle avec beaucoup d'énergie. Donc peut-être que vous êtes aussi régulé là-dessus. Et que si maintenant vous cherchez à aller dans quelque chose de plus lent, de peut-être allonger votre expiration, voilà, approfondir l'inspire, approfondir l'expire. Peut-être que vous arrivez à sentir que vous avez la capacité de changer cet état intérieur. Et que d'un état où on est un peu voilà, excité, actif, ben en fait, juste de ralentir la respiration, pouf, ça nous permet de revenir dans un état plus régulé et plus calme. Et ça peut se faire très très rapidement. C'est ça qui est assez magique. C'est un peu comme un interrupteur sur lequel on pourrait appuyer et on n'y pense pas assez souvent. Ok, donc vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux si vous aviez encore les yeux fermés. On avait vraiment envie de faire le lien avec la respiration et le trauma, parce que on en parle de plus en plus aussi du trauma, mine de rien. Et le breathwork et le souffle, ça reste une porte hyper intéressante, justement, pour pouvoir travailler avec le trauma. Alors, bon, le trauma, on pourrait en faire toute une présentation qui pourrait durer des heures et des heures, parce que c'est un sujet passionnant. Mais pour essayer de synthétiser la chose, le trauma, déjà, c'est pas ce qui nous est arrivé, c'est comment notre système l'a perçu, comment il a ressenti que c'était trop. Comment est-ce que nous, on a vécu l'expérience? C'est ça qui va créer le trauma.
Ça peut être trop intense, ça peut être trop soudain, trop long, ou bien pas assez de liens, pas assez de contenance, pas assez de sécurité. Tout ça, ça va créer des traumas. Et quand il y a une expérience qui dépasse notre capacité d'intégration, donc qui va dépasser notre fenêtre de tolérance dans le système nerveux, le corps il va rentrer en figement. C'est comme les animaux, si vous regardez dans la nature, un animal quand il se fait attaquer, il a deux réflexes. Soit il va fight, donc vouloir attaquer et se battre, soit il va vouloir se carapater et fuir. Et si aucune des options sont possibles, il va se figer et il va faire le mort. C'est une très bonne technique et en général ça marche bien. Et le souci, c'est que nous, on a un cerveau reptilien, donc on fonctionne comme les mammifères, sauf qu'au final, on a quand même évolué en étant des humains. Et donc, on a gardé ce réflexe-là qui est, ok, trop d'informations, trop de choses, surchauffe de mon système, pouf, je fige, je ne réagis pas, je ne sais pas trop comment ce qui se passe. Et le souci, c'est que les animaux, ils ont eu l'habitude de se secouer pour arriver à sortir de cet état traumatique. Et ensuite, hop, ils se secouent, puis ils repartent dans leur vie, et puis tout va bien. Nous, c'est très rare qu'on vive une expérience difficile et que d'un coup on se mette à dire ah, je vais me secouer pour arriver à libérer mon trauma. En général, on va plutôt rester dans le figement et puis après on va être complètement abasourdi, on va se poser des questions, on va pas savoir comment gérer le truc, on va se demander si c'est normal, il va y avoir le mental qui va venir en rajouter des couches. Et du coup, on va rester dans cet état de figement et hop, on va le cristalliser et on va le mettre dans nos cellules et dans notre corps. Et donc, c'est comme si on avait cristallisé et engrammé plein de petites disquettes traumatiques à l'intérieur de nous, dont on n'a souvent même pas du tout conscience. Et donc, ça va s'accumuler à l'intérieur. Donc, l'émotion et la réaction, elles vont rester en suspens, bloquées à l'intérieur. Et c'est tous ces blocages-là qui vont créer des réactions automatiques, des schémas récurrents, des douleurs diffuses. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un va nous juger et on va pas tous réagir de la même manière au jugement. Il y en a chez qui ça va être très très fort et d'autres moins fort. Bah ça va être en lien aussi avec nos réponses traumatiques. Donc ça vous permet un peu de comprendre le trauma si vous n'aviez pas encore trop de notions sur le sujet. Donc là c'est pareil, on pourrait le développer beaucoup plus largement, mais on va pas trop rentrer dans le détail. Mais juste pour que vous arriviez à vous rendre compte, il y a plusieurs sortes de traumas. Il y a le trauma de choc, donc celui-là c'est celui dont on entend parler le plus souvent, c'est tout ce qui est événements violents, accidents, perte brutale, violence physique, agression, etc. Mais il y a aussi le trauma développemental, donc ça c'est quand on est dans l'enfance, quand les besoins ne sont pas respectés. Un attachement insécurisant, un parent absent, un manque de soutien, de la négligence émotionnelle, voilà. Ça, je vous rassure, tout le monde en a. On a beau avoir eu des parents super, ils n'étaient pas parfaits. Nous ne serons jamais des parents parfaits. Et donc, on a tous au moins un petit peu de trauma développemental à l'intérieur de nous. On a aussi du trauma relationnel. C'est quand les figures d'attachement, elles n'étaient pas fiables, pas présentes, ou parfois elles étaient même source de danger. Quand il y avait un parent qui pouvait avoir des gros excès de violence, des grosses colères, ou complètement couper la connexion et devenir très très froid. Ça crée aussi des gros traumas relationnels. Il y a aussi les traumas transgénérationnels, donc ça c'est la spécialité de Mélissa, tu pourras en reparler aussi un petit peu. C'est ce qu'on porte sans l'avoir vécu, mais on en a hérité à travers notre lignée, donc ça elle va le développer un petit peu aussi après. Et le trauma banal ou invisible, au final ça c'est tous les conditionnements ensuite qu'on va engrammer au fur et à mesure de notre vie, donc c'est les conditionnements, les habitudes à se taire, à s'adapter, à être sage, pas déranger, voilà, qui va nous user, nous déconnecter. Et ça, en fait, c'est des petits traumas qu'on engramme ensuite au fur et à mesure de notre vie. Tant qu'on n'a pas mis de la conscience dessus, en fait, on va créer des boucles comme ça. Voilà, ça va, c'est assez clair par rapport au trauma. Donc là, je vous ai juste mis quelques petites questions qui peuvent être intéressantes pour vous en termes de réflexion personnelle. C'est voilà, est-ce que parfois j'ai l'impression que je me sens trop pour les autres? Ou est-ce que je peux avoir la sensation que je me sens invisible? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je peux avoir des peurs de me sentir submergée par mes émotions? Ou est-ce que je peux avoir peur d'être abandonnée sans vraiment savoir pourquoi? Donc en fait, tout ça, c'est des pistes de réflexion. Euh, En fait,
au-delà de, là, de la petite expérience que je vous ai notée en dessous, c'est surtout souvent quand il y a des réactions qui sont très très fortes ou des conditionnements qui sont vraiment très répétitifs dans votre manière de fonctionner, ça parle de trauma en général. Et donc c'est intéressant d'aller creuser et d'aller voir ce qui peut se jouer pour vous. Voilà, du coup, Mélissa, elle va prendre la suite par rapport à cette notion de trauma. Yes. Comme l'a partagé Aurore, le trauma, c'est une empreinte dans le corps. Donc, en fait, ça veut dire que le corps, il a une capacité à se souvenir. Il enregistre des informations et il les conserve. Par exemple, on sait que nos souvenirs, nos goûts, nos croyances sont stockés quelque part dans notre cerveau. Et aujourd'hui, on sait aussi que ces informations, elles sont inscrites dans les cellules de notre corps. Donc ça veut dire que nos cellules, elles ont la capacité d'enregistrer des informations liées à des expériences de vie et à nos ressentis. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et en fait, à ça, il y a l'épigénétique qui est venue rajouter des informations là-dessus. Et on sait aujourd'hui qu'un trauma non dépassé peut entraîner la modification d'un ou plusieurs gènes chez la personne concernée. Et c'est comme ça qu'elle va transmettre aux descendants ce patrimoine génétique porteur d'une nouvelle information cellulaire. Tu peux switcher. Ah yes. Euh, Voilà. Donc du coup, à l'intérieur de cette mémoire-là cellulaire, il y a dans notre corps donc des informations qui vont être en lien avec des expériences qu'on a vécues nous personnellement. Et il va y avoir des informations qui sont reçues dites transgénérationnelles. Et comme on vient juste de le voir par rapport au trauma, donc le trauma il se crée dans le ressenti vécu au moment de l'événement. Donc ça veut dire que dans notre mémoire cellulaire, il y a des traumas qui sont vécus, donc qui sont personnels, que nous-mêmes, on a personnellement vécu, et des traumas qu'on va dire ici projetés, donc qui sont en lien avec des traumas transgénérationnels. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il m'arrive, j'ai eu un accident par exemple de voiture. C'est arrivé très vite, c'est arrivé de manière trop soudaine et trop brutale. J'ai pas forcément pris le soin de soigner du coup la partie en moi enfin, de mon corps qui a ressenti cette insécurité-là pendant l'accident. Et des années plus tard, ou même pas très longtemps après, il arrive que quand je suis en voiture, notamment passagère, et qu'il y a des voitures qui arrivent d'un coup très vite sur le côté, du coup j'ai quelque chose qui se réactive à l'intérieur de moi, une anxiété, une peur très profonde, et vraiment la sensation d'être en danger, alors que bon, la voiture est peut-être arrivée légèrement trop vite, mais du coup ça vient réactiver ça dans mon corps, dans mes cellules. Donc ça c'est vraiment un trauma vécu personnel. Après, si on reste du coup dans l'exemple de la voiture et de l'accident, on peut prendre un exemple où, par exemple, mon grand-père a eu un accident de voiture. Donc, pareil, il a été terrifié en fait par ça, à tel point qu'il veut plus jamais conduire. Il a tellement peur qu'il impose aussi à ma grand-mère de ne pas passer son permis de conduire. Et il est vraiment traumatisé de ça. 2 générations plus tard, moi je suis jeune lycéenne, je passe mon bac, j'ai des bons résultats, je décroche l'entrée dans l'université dont je rêvais. Et au moment de partir de chez mes parents, de quitter l'endroit où j'ai grandi, je me sens complètement terrifiée à l'idée de partir. Vraiment, j'ai un blocage, j'y arrive pas. Et finalement, je choisis une autre formation qui est juste à côté de chez mes parents et je pars pas. Et en fait, inconsciemment, ce qui peut se passer ici, c'est que je suis tellement terrifiée en fait de prendre, d'être aux commandes en fait de ma vie, de tenir le volant de ma propre vie, que du coup je vais me sentir complètement bloquée dans ce genre de situation. Et ça peut se réitérer. Là, c'est un exemple de lycée, mais il se peut qu'à un moment donné, je décroche une mutation pour un travail et de nouveau, j'ai pas la capacité d'accepter parce que j'ai vraiment quelque chose de l'intérieur qui me dépasse et je ne sais pas d'où ça vient, mais qui m'empêche d'accéder à ça ou de dire oui pour ce travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un trauma projeté, donc transgénérationnel, parce que j'ai pas vécu moi personnellement l'événement traumatique qui est la racine en fait de mon blocage actuel, mais ça reste quelque chose qui est imprimé dans mon corps. Donc en fait, on cohabite avec cet écosystème qui est très vivant à l'intérieur de nos cellules tout au long de notre vie. Donc parfois, ça peut être assez vertigineux, pour pas dire un joyeux bordel, entre ce que nous on vit, nos émotions et ce qu'on porte également à l'intérieur de nous.
Mais au-delà des cas qui nécessitent vraiment un accompagnement transgénérationnel où il y a besoin d'aller voir ce qui se passe et apaiser ces mémoires-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même tous un merveilleux chef d'orchestre, le système nerveux dont Aurore va vous parler juste après, qui nous permet justement de venir réguler ces émotions et ces souvenirs de trauma qui sont encore présents dans nos cellules. Alors, j'ai encore quelqu'un qui arrive. Hop. Ok, donc je vais pouvoir prendre la suite justement par rapport à ce système nerveux autonome. Pourquoi est-ce qu'on a tendance pas mal à en parler justement? Parce que notre système nerveux, bah, c'est comme un chef d'orchestre invisible. C'est un peu lui qui régit et qui régule toute notre physiologie, nos mécanismes, notre fonctionnement. En fait, on est tous des systèmes nerveux sur pattes et on entre tous en résonance les uns avec les autres quand on se croise. Donc c'est ce système nerveux qui va déterminer notre état de calme, d'agitation, si on va vouloir se replier, être en lien, exploser, sans qu'on y ait à y penser et parfois même sans qu'on en ait conscience, tant qu'en tout cas on ne se rend pas compte que ça existe. Il comprend trois réponses principales, note qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec l'exemple de l'animal et de la gazelle là, qui se faisait attaquer. Donc la première réponse, c'est la réponse sympathique. Donc ça, c'est quand il va falloir lutter, fuir. C'est le stress, c'est une énergie d'agitation active. Il y a aussi la réponse parasympathique dorsale. Donc ça, c'est le figement, c'est-à-dire OK, aucune solution possible. Figement, dissociation, fatigue, vide, effondrement. Enfin voilà, c'est vraiment le système qui fait bon allez, ciao, moi je lâche les rênes. Et la troisième réponse, qui est celle qu'on a tendance à chercher et qu'on va essayer de cultiver plus souvent, c'est le parasympathique ventral. Et ça, c'est un état de connexion, de sécurité, de régénération. C'est quand on arrive à se sentir en lien avec l'extérieur tout en étant tranquille avec soi-même et à l'intérieur de soi. Donc, quand le trauma est là, le système, bah, il va rester bloqué dans une de ses réponses. Et du coup, on va plus vraiment choisir, on va être en réaction à chaque fois à ce qui nous arrive. Parce que ça va venir à chaque fois appuyer sur des petits boutons. Ah tiens, on va appuyer sur tel trauma. Ah bah tiens, on va appuyer sur tel trauma. Souvent en couple, c'est un très bon exemple. Parce que quand on est dans des relations très intimes, donc avec nos parents et avec nos compagnes et compagnons, en général, c'est ce qui s'active le plus. C'est normal, c'est parce que c'est là où il y a tous nos traumas développementaux en général qui sont bien cristallisés. Euh, donc du coup, on va pas vraiment choisir consciemment depuis un espace serein et posé, on va être en réaction tout de suite. Et parfois pour des trucs complètement stupides, vous-même, vous le savez. Donc le souffle, s'il est utilisé avec conscience, ça peut réguler le système nerveux, on l'a vu tout à l'heure, et donc on va avoir la capacité à travers cette respiration, à travers cette sensation de venir ramener de la sécurité dans le corps pour vraiment arriver à sentir, ok, la sécurité, je la sens à l'intérieur de moi. C'est plus un concept mental. Euh, donc vous pouvez arriver à sentir, encore une fois, là je vous ai mis à chaque fois des petites parenthèses expérientielles, mais le système nerveux, comment est-ce que là je me sens? Est-ce que je me sens plutôt en alerte, activée? Vu que là vous êtes en résonance, comme je le disais, avec notre manière de penser, moi là je suis plutôt en système sympathique parce que je décharge de l'énergie pour prendre la parole. Donc forcément que vous êtes en résonance avec ça. Donc peut-être que vous aussi vous avez un peu le système sympathique qui est activé, un peu curieux, voilà, excité. Peut-être que c'est une énergie qui peut aussi vous activer parce que vous êtes fatigué ou c'est un peu trop pour vous. Donc là, hop, il peut y avoir une petite dissociation, un petit figement, un peu de fatigue qui s'installe. Peut-être qu'il y a des moments où vous vous déconnectez même avec ce que je suis en train de vous dire. Ou alors, vous êtes plutôt régulé, voilà, vous arrivez à accueillir les informations et en même temps être avec vous, être avec moi. Voilà, ça, c'est vraiment, vous pouvez vraiment arriver à sentir en fait dans quel espace est-ce que vous vous situez. Et ça, vous pouvez le sentir par rapport à votre respiration, par rapport à comment vous vous sentez émotionnellement, qu'est-ce que vous avez comme sensation dans le corps. Tout ça, ça va vous donner des indications en fait sur l'état de votre système nerveux. Je sais plus, c'est toi ou c'est moi, c'est Mel, ça qui prend la Je suite. prends le relais. Ouais, vas-y, ok. Donc, par rapport à tout ça, donc, nous, on est bien évidemment ici pour vous parler principalement du souffle et du breathwork.
Donc en fait, le breathwork, c'est une pratique qui utilise le souffle et qui induit une façon de respirer dans un cadre particulier. Donc comme l'a dit Aurore tout à l'heure, le breathwork, aujourd'hui, c'est à la mode. Il existe mille et une façons de faire du breathwork. Il y en a qui utilisent, par exemple, enfin, on peut le faire en séance individuelle, en séance collective, en visio, en présentiel, avec ou sans musique, guidé par la voix ou non, avec une thématique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc nous, la pratique de breathwork qu'on propose avec Aurore, elle est accompagnée par de la musique et des instruments. Et on vous invite à respirer d'une façon circulaire. Donc circulaire, en fait, c'est d'inspirer profondément par le nez et d'expirer profondément par la bouche. Juste à temps qu'on n'ait plus d'air qui sorte. Et on réinspire comme ça profondément par le nez et on expire par la bouche. Et en fait, au naturel, on a une petite pause entre l'inspire et l'expire qui se fait sans qu'on cherche à la faire. Et là, dans le cadre d'un breathwork, nous, on invite à supprimer cette petite pause entre les deux pour vraiment rentrer dans cette vague où j'inspire profondément par le nez, j'expire profondément par la bouche et je rentre comme ça dans cette vague. Et le fait de inspirer et expirer de cette façon-là en supprimant la petite pause entre les deux, ça envoie de l'oxygène de manière différente à l'organisme, ça modifie la chimie du sang, le rythme cardiaque, l'état de vigilance aussi est modifié, les réponses émotionnelles également. Donc on va vraiment rentrer dans cette phase-là et ça va permettre en fait à notre système habituel d'être un peu en pause et de rentrer dans cet état-là. Et on va venir réactiver l'énergie aussi de vie qui est à l'intérieur de nous. Ce qui fait que du coup, quand l'énergie de vie, elle va de nouveau circuler à certains endroits dans le corps, ben, parfois elle peut rencontrer un endroit dans le corps où il y a des émotions qui ont été cristallisées. Donc en fait, c'est comme si à un moment donné, l'énergie va vouloir passer à un endroit, elle va être confrontée à un petit obstacle ou un amas qui a été cristallisé. Et c'est là qu'à ce moment-là, cette énergie-là, plus la respiration et le souffle, peut venir libérer des émotions qui ont été refoulées, notamment depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça que pendant le breathwork, on peut être traversé par tout un tas de choses et reconnecter en premier avec ses sensations physiques parce que vraiment, on va venir refaire circuler l'énergie à l'intérieur d'une façon dont le corps n'a pas été habitué en général depuis assez longtemps. On peut avoir aussi des images, des visualisations qui nous viennent, comme je le disais, des sensations, des mémoires enfouies aussi qui reviennent. Donc, il y a vraiment tout un, toute une recirculation de tout ça. Et donc, parfois, au départ, ça peut être un peu surprenant parce que le corps n'a pas été du tout habitué à ça. Et comme le disait Aurore tout à l'heure, on n'a pas forcément eu cette habitude aussitôt de remettre de la circulation au niveau de la respiration et du corps. Tu peux passer la slide d'après. Merci. Donc vraiment, cette pratique-là de respiration, c'est pas une pratique où on cherche à comprendre avec le mental, mais plutôt à ressentir. Quand on arrive sur notre tapis en séance ou en groupe, vraiment l'intention, c'est de se déposer, de se poser, de prendre un temps où là, on ralentit, on place la conscience sur le souffle de la façon dont je vous ai partagé, et c'est vraiment un temps pour venir réintégrer ce qui a besoin d'être réintégré dans le corps. Donc, c'est vrai que c'est une pratique qui est très intéressante et qui, en même temps, comme disait Aurore, est puissante et peut venir réveiller des défenses ou notre mental qui peut être un petit peu perturbé parce qu'il n'a pas l'habitude de se laisser aller comme ça. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait pour moi si je laisse mon souffle me traverser pleinement? Qu'est-ce que je retiens finalement sans le savoir? Donc là, du coup, peut-être à la maison, à votre rythme, ça pourrait être intéressant justement de rentrer dans cette vague, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, en supprimant cette petite pause, peut-être la faire juste sur quelques cycles et de sentir du coup si la respiration est plutôt fluide, comment ça se déplace à l'intérieur du corps, si du coup ben, le souffle vient ricocher à certains endroits ou non. Ça peut être une pratique intéressante à faire à la maison. Hmm. Tu veux que je prenne la suite? Ouais, tu peux prendre la suite. Euh, donc quand le souffle il est guidé, il est soutenu, ça devient vraiment un vecteur de libération, comme Melissa elle était en train de vous expliquer. Donc il peut se passer plein de choses, on peut pleurer sans comprendre, mais on va se sentir soulagé.
On peut ressentir de la chaleur, une énergie, un frisson. On peut en fait venir aussi sortir d'un état de figement, comme je vous en parlais avec le système nerveux. On peut avoir accès à des mémoires oubliées, à des intuitions, on peut avoir des images. On peut aussi sentir son corps qui se réorganise intérieurement. Donc en fait, le breathwork, ce qu'on adore avec cette pratique, c'est que ça active une autorégulation. Et souvent beaucoup plus rapide que ce que le mental nous permet, parce qu'encore une fois, c'est la sagesse du corps, c'est le corps qui sait exactement ce dont il a besoin. Il sait comment il peut s'autoréguler, et notre corps est très intelligent. Il y a vraiment une sagesse qui dépasse largement l'intellect, et qui donc nous permet vraiment de se dire, ok, j'ai besoin de ça, et ben je vais activer ça à l'intérieur de moi. C'est pour ça que d'ailleurs pendant le breathwork, parfois on peut ressentir des choses ou vivre des choses où on comprend rien du tout. Parce que le mental, voilà, il essaye de faire des liens, mais il n'y a pas de lien, c'est juste que ça se joue sur d'autres plans. Euh, ou alors, on va même, voilà, avoir besoin de prendre certaines positions, de faire des mouvements, voilà, parce qu'en fait, c'est le corps qui sait et qui s'exprime, qui sait. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'arriver à tout conscientiser. En tout cas, il n'y a pas besoin pour que ça se régule et pour qu'il se passe des choses. Donc, c'est toi là, c'est moi. Je peux prendre la suite. Ouais. Vas-y, vas-y. On fait le ping-pong alors. Ping-pong, ouais, on improvise. Donc oui, donc le vrai comme on le partageait, donc ça nous permet aussi de connecter à tout ça, à ces états-là, parce qu'en fait, cette façon de respirer nous emmène dans un état de conscience qu'on appelle modifié. Donc pourquoi modifier? Parce que cet état, il va diminuer la perception habituelle qu'on a du monde extérieur, qu'on a par rapport à nos croyances, à nos systèmes, à nos perceptions. Cet ensemble, habituellement, ça forge notre réalité et on perçoit les choses de cette façon-là. Sauf que du coup, avec un état de conscience modifié ou élargi, on peut dire, c'est comme si ça allait aplanir le filtre qu'on a pour regarder justement la vie, les autres, soi, et ça va permettre au cerveau d'être régulé différemment. Donc en fait, les couches cognitives du haut, elles vont être au repos, voire éteintes à ce moment-là, et c'est vraiment le bas qui va prendre le relais. Donc, il y aura moins ce contrôle du mental sur le corps et ça va être plus l'inverse. Le corps va prendre le relais et va venir informer le haut, notamment le mental, de façon différente. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, on peut arriver à des compréhensions différentes et ça peut favoriser des nouvelles perspectives et des changements de vie parce qu'il y a vraiment autre chose qui se joue en fait à l'intérieur de nous et qui vient réinformer notre mental différemment. Donc c'est vrai que c'est très puissant et ça demande à être vécu pour mieux comprendre ce que je suis en train de partager par rapport à ça. Tu veux que je descende? Ouais. Donc comme on le disait, du coup, le breathwork, c'est une pratique qui est hyper puissante et hyper intéressante. Et en même temps, c'est important de se rappeler que du coup, chaque processus a un juste timing, dans le sens où c'est pas parce qu'effectivement, ce genre de pratique permet au corps de mieux comprendre certaines choses ou de purifier ce qu'il a besoin ou de lâcher certaines choses qu'on a dans le corps, que forcément après une séance de breathwork, il va se passer ce qu'on a souhaité. En aucun cas, c'est un booster qui va nous aider à atteindre un objectif qui a été décidé par la volonté. Le breathwork, c'est vraiment un outil qui est au service de notre être profond et non de notre ego. Donc, c'est hyper important de faire confiance aussi justement à la sagesse du corps, à ce qui va se passer à ce moment-là pour nous et de s'en remettre. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut connecter justement au corps et laisser faire ce corps qui a été parfois un peu trop longtemps justement mis au placard au détriment du mental. Sachant qu'en plus, comme le disait Aurore tout à l'heure, le corps parfois peut comprendre des choses que le mental n'a pas encore compris. Ça, c'est parce que la mémoire cellulaire, elle a vraiment un processus d'intégration et de régénération qui lui est propre, vraiment. Parfois, on peut avoir on peut ressentir en fait que le corps sent des choses, sent des émotions, et le mental ne comprend pas pourquoi, parce qu'on n'est pas encore dans la situation. Et une fois qu'on est dans la situation, là, le mental peut comprendre et se dire, ah, ok, c'est pour ça que mon corps était en réaction par rapport à ça, ou c'est pour ça qu'il y a ça qui était en train de monter. Parce que du coup, il a la capacité d'anticiper certaines choses. En revanche, parfois, il a beaucoup plus besoin de temps que le mental pour assimiler certaines choses, se régénérer ou traverser des expériences. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que déjà,
chaque personne a un processus d'intégration qui lui est propre. Et après, chaque personne a plusieurs processus d'intégration qui lui sont propres en fonction de ce qui est traversé, en fonction de l'âge, de notre résilience, de l'événement, de plein de choses. Donc c'est vraiment important pour nous aussi de cultiver ça, cette patience et et cette façon de s'en remettre à ce qui va être vécu et de faire confiance vraiment au corps et à la vie par rapport à ça. Mm. Ouais, 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 la patience, c'est pas toujours notre vertu. Euh, au-delà de tout ça, de toutes ces possibilités avec le souffle, avec la respiration, on avait aussi envie de vous partager juste un petit aperçu de ce qu'on aborde aussi pendant le cursus, justement. C'est l'idée que bah, ce corps, c'est aussi la mémoire vivante de notre inconscient et que notre inconscient, il est aussi fragmenté en plein de différentes parties. Euh, cette approche, elle s'est développée beaucoup avec la psychologie jungienne, avec la vision archétypale du fait on est multiples et en fait il y a plein de sous-personnalités qui vivent à l'intérieur de nous. Alors vous avez certainement entendu parler de l'enfant intérieur, de l'ombre, notre ego. Ça c'est des choses qu'on entend assez souvent au final et qui se sont pas mal développées. Il y a aussi, par exemple, quand on parle du féminin sacré, ça s'est aussi beaucoup développé, les archétypes du féminin, avec les différentes parties qui vivent à l'intérieur de nous. Donc en fait, il y a plein de manières d'aborder cette vision archétypale de l'être, du fait qu'on est fragmenté, qu'on est multiple. Moi, je m'y intéresse de plus en plus aussi avec l'IFS, le système Internal Family System. Et nous, ce dont on parle, c'est de ces 5 structures-là, qui sont le schizoïde, l'oral, le masochiste, le psychopathe et le rigide. C'est un système qu'on adore. Moi, j'avais commencé à l'étudier avec Thierry Janssen dans l'école de la posture juste et Mélissa, elle est en cours de cursus aussi. Si ça vous intéresse, il a écrit un livre sur le sujet qui est très très chouette. Mais nous, en fait, on s'est vraiment... Au début, quand le cursus a été créé, on a amené ça parce que ça nous permet vraiment d'arriver à mieux nous comprendre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui peut se passer dans notre corps, dans notre inconscient, dans notre structure, dans notre psychisme, et de ramener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'écoute. Donc pour arriver à vous le faire rapidement, parce qu'on va pas pouvoir non plus faire tout un sujet là-dessus, si vous avez envie de creuser, on pourra en reparler. Mais c'est l'idée que il y a cinq parts qui vivent à l'intérieur de nous, donc en tout cas sur celles-là. Donc le schizoïde en nous, c'est celui qui va avoir tendance à fuir dans son mental, à se couper de son corps. Il est toujours un peu là-haut dans la lune. Il va rêver, il va être un petit peu voilà dissocié, déconnecté. Il peut avoir les pensées un petit peu déstructurées. Et cette partie-là, elle se crée souvent au moment de la naissance, juste quand on choisit de s'incarner. C'est le moment où il y a déjà tellement d'informations que hop, bon, allez, on va plutôt repartir un peu là-haut, ce sera plus facile. Le deuxième trait de névrose, de trait de caractère dont on parle aussi, c'est notre oralité, c'est l'oral en nous. Bon, celui-là, il est clairement à la base de tous nos liens. C'est notre recherche d'amour constante, c'est la peur d'être abandonné, c'est le besoin d'être rassuré, le besoin d'être en lien, de créer du lien, d'être nourri aussi. Donc c'est vraiment la partie de nous qui a besoin, c'est pour ça que ça s'appelle l'oral, qui a tout le temps besoin en fait de sentir qu'il est nourri et qu'il peut arriver à nourrir ses besoins. Ça se manifeste aussi dans les premiers instants de notre vie, au moment où justement on commence à avoir faim et qu'on se rend compte que l'extérieur doit nous apporter ce dont on a besoin. Le troisième trait de caractère, la troisième petite facette qui existe à l'intérieur de nous, c'est notre masochisme. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, là on ne parle pas de masochisme à caractère sexuel, hein. C'est du masochisme de manière globale. Donc là, ça va être toute la partie de nous qui est dans l'autorépression, la honte, qui a l'impression de déranger, qui va inhiber ses besoins pour rester en lien, qui va avoir du mal à dire non et qui après du coup va se mettre en colère ou être un peu passif-agressif ou alors il va ronchonner, il va râler parce que voilà, il n'arrive pas à écouter ses besoins, mais du coup voilà, ça le frustre beaucoup.
Donc c'est la partie de nous qui peut vraiment avoir tendance à se sacrifier et ensuite à, à très mal le vivre, qui a peur de se soumettre et qui du coup va un peu aussi mettre en place plein de petites stratégies pour avoir la sensation qu'il reste libre. La quatrième partie, quatrième névrose, c'est la psychopathie. Donc ça, c'est pareil, c'est pas les psychopathes dont vous avez entendu parler dans les séries américaines, voilà, qui finissent par tuer tout le monde. Euh, Ça, c'est une polarité qui existe à l'intérieur de nous et qu'on a aussi tous. La psychopathie, ça va être tout ce qui est de l'ordre de j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de séduire pour me rassurer, de me défendre, de me justifier. Parce qu'encore une fois, il y a cette recherche de lien derrière. Donc c'est un peu notre blessure narcissique qui s'active à cet endroit-là. Et donc voilà, le psychopathe en nous, il a besoin de se rassurer, il a besoin d'être sûr qu'il arrive à contrôler son environnement pour pouvoir arriver à ses fins. Et en dernier, donc la rigidité, la partie rigide à l'intérieur de nous, c'est celui qui veut lui tout faire parfait, il veut que les apparences soient voilà, très, très lisses, très belles, très acceptables pour la société. Il peut être en suradaptation pour coller aux attentes justement de l'extérieur. Il peut y avoir une grande rigidité corporelle, un grand besoin voilà, de montrer que tout va bien, qu'il y a de la maîtrise. Ça peut vraiment donner cette sensation que la personne, elle gère super bien son truc, voilà. Et la rigidité, c'est un des axes les plus difficiles d'ailleurs à se défaire parce que voilà, quand c'est bien engrammé dans nos cellules, c'est pas évident. Et c'est souvent cette partie-là aussi qui nous empêche d'aller au contact de nos blessures, de nos ressentis, notamment quand on respire, quand on fait du breathwork, parce qu'elle a tellement pas envie de déstructurer voilà, le beau château de cartes ou la belle construction qu'on s'est érigée pour arriver à que tout tienne la route, qu'on n'a pas envie trop de mettre un coup de pied dans la fourmilière et qu'il y ait tout qui se casse la figure. Donc voilà, ça c'est les 5 branches qu'on étudie et par lesquelles on passe à travers plein d'expériences. Bon là, je vous ai donné les pans névrotiques des archétypes, mais bien sûr que chaque archétype a aussi une belle lumière. Le schizoïde, c'est notre part créative, l'oral, c'est celui qui sait créer du lien, le masochiste, c'est celui qui a un bon cœur, qui sait se mettre au service, le psychopathe, c'est un leader aussi éclairé. Et le rigide, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de rigueur et qui a le sens de la loyauté. Donc voilà, bien sûr que ce ne sont pas que des névroses dont il faut se débarrasser, bien au contraire. Il faut faire alliance avec elles. Euh, donc voilà, tout ça pour faire le lien avec le fait que le souffle, en fait, la respiration, le breathwork et surtout la manière dont on l'amène dans notre cursus, il vient vraiment rencontrer toutes ces parties de nous, toutes ces cuirasses, toutes ces protections, ces mécanismes avec de la douceur pour permettre une traversée, pour pouvoir permettre de faire alliance plutôt que de faire un combat, parce que de manière générale, que ce soit avec le breathwork ou avec pas mal de pratiques psychocorporelles, le souci et nos premiers réflexes en général, ça va être d'être en lutte avec ces parties de nous et de dire ah mais mon ego il me saoule, mon mental il m'énerve, il est trop présent, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me débarrasser de mon mental. On a un peu ce réflexe de vouloir tout mettre à distance et d'essayer de tout régler. Alors qu'au final, plus on fait ça, plus on alimente la lutte et plus on est dans un espèce de combat intérieur. Alors que la clé, la solution, c'est plutôt de dire ok, je vois et j'observe toutes ces parts-là et qu'est-ce qu'elles ont envie de me raconter, comment est-ce que je peux faire alliance avec elles et comment est-ce qu'on avance ensemble. Ça, c'est plutôt cette voie-là, en tout cas, qui est prônée. Yes. Du coup, je vous ai mis dans le chat la référence du livre La posture juste de Thierry Janssen pour celles et ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus par rapport à ces névroses-là. Donc, comme on l'a partagé, le trauma, en fait, ça fige le mouvement, même au-delà du trauma, même les émotions qu'on peut refouler, qui sont cristallisées dans le corps, ça vient vraiment se figer à certains endroits. Ça peut même amener à certaines douleurs, certains inconforts dans le corps. Ça peut amener aussi alors, couper la voix dans le sens où on peut
Ouais, soit avoir des sensations de blocage physique au niveau de la voix ou être en incapacité de se montrer au monde tel qu'on est ou de partager ce qu'on a envie de créer ou de dire. On peut avoir aussi des sensations d'être complètement désorganisé de l'intérieur, en fait, quand on est traversé euh, par des souvenirs vraiment traumatiques ou qu'on sent qu'il y a des blocages à l'intérieur du corps. Donc, ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est que du coup, là, il est hyper important de cultiver le mouvement. Donc là, on va vous partager deux choses que nous, on explore de notre côté et qui fait partie du cursus de Breathwork. Donc le premier, ça va être vraiment la danse ou alors le mouvement vraiment très libre où on va venir remettre du mouvement dans le corps, on va restimuler justement l'élan vital qui est présent à l'intérieur de nous tous. Et vraiment, la danse et le mouvement qu'on peut recréer ou qu'on peut reconnecter avec le corps, ça nous permet aussi d'avoir une certaine reliance avec l'ancestralité et le sacré, parce que comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, la mémoire cellulaire qui est dans notre corps, elle est empreinte d'énormément d'informations, de personnes aussi qui nous ont précédés, et il n'y a pas uniquement les lourds bagages ou les traumatismes qui sont transmis, mais il y a aussi toutes ces reliances à des rites oubliés, à des connexions au sacré ou au divin, qu'importe le nom en fonction de nos croyances. Et donc, c'est vraiment important de venir aussi remettre du mouvement là-dedans pour que du coup, les cellules de notre corps puissent se rappeler aussi de tout ce qui est présent à l'intérieur de nous et ce qui nous constitue. Donc ça peut vraiment être une piste d'exploration, même pour vous, dans votre quotidien, dans votre chambre ou autre, de vraiment prendre cette habitude de mettre votre corps en mouvement et de vous laisser guider par rapport à ça. Dans la danse, il y a aussi, j'ai noté une importance au niveau du sacrum parce que c'est vraiment un endroit du corps qui est au milieu des deux axes quasiment et qui est ultra important dans la danse. Il n'y a pas une seule danse où du coup le sacrum va avoir une place hyper importante dedans, soit en lien avec cette partie du corps et le bassin qui va être sollicité ou avec cette énergie en fait qui va être diffusée depuis cette base à l'intérieur du corps. Certains l'appellent le gardien du juste chemin et dans certaines traditions, il y a très très longtemps, parfois quand on faisait des rites ou des rituels et on faisait des offrandes, et ben les offrandes étaient placées en fait dans le sacrum d'un être humain. C'est vraiment un endroit du corps qui est ultra important à venir prendre soin et à activer. Donc ça, nous, dans les pratiques qu'on propose au niveau du mouvement de la danse, c'est une zone du corps qui est sollicitée. Et comme je l'ai partagé tout à l'heure, vraiment le mouvement, la danse permet de remettre en circulation cette énergie vitale qui est présente à l'intérieur de nous. Donc ça vient réveiller bien évidemment plein de choses aussi, parce que c'est pas forcément facile d'oser danser, d'oser bouger. On peut avoir peur du ridicule, de pas avoir le sens du rythme ou d'avoir peur du jugement des autres, mais c'est vraiment une clé hyper importante pour le corps, pour venir justement décristalliser tout ça et reconnecter à des choses qui nous dépassent et qui sont au plus profond. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi la voix qui est beaucoup partagée. Alors la voix, comme là, je suis en train de l'exprimer en verbalisant, donc en étant avec ce verbe qui est créateur et qui permet aussi de débloquer, d'exprimer. Parfois, on a vraiment besoin de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on ressent, d'exprimer notre colère aussi à travers la voix, à travers cet espace-là. Et ben, parfois, quand on n'a pas accès à ça, effectivement, la gorge, le ventre, le plexus peut avoir tendance à être bloqué, à être figé. Donc, c'est important là aussi de reprendre contact avec cette capacité-là qu'on a, nous, les êtres humains, parce qu'il y a énormément de mammifères qui n'ont pas cette voix et cette capacité à parler de cette façon-là. Et ça peut être une piste aussi de l'explorer à travers le chant. Dans le cursus de Breathwork Alchimia, en tout cas, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup enseigné, notamment via Aurore, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui va venir masser cet espace-là et qui va nous permettre de connecter à une force tellement créatrice et puissante, d'être en capacité d'oser sortir ne serait-ce que certains sons. C'est d'une puissance extraordinaire. Donc ça peut être voilà, quelque chose qui est à explorer dans des moments où on sent que certains espaces sont bloqués, notamment ceux-là.
Et puis, j'avais noté aussi que la voix, cet espace-là, est vraiment très relié aussi à la sexualité, à la sécurité, dans le sens où on a cette bouche, on a cette ouverture vers le haut et on a aussi une des ouvertures vers le bas. Et donc, c'est hyper important aussi de sentir, quand on est bloqué à ce niveau-là, de sentir aussi comment c'est en bas pour moi. Est-ce qu'il est facile de m'ouvrir vers le haut, d'être en capacité de parler, de chanter, de m'exprimer facilement? Et à contrario, est-ce que du coup, ben, d'ouvrir vers le bas, d'avoir cet ancrage, cette sécurité, cette connexion à la sensualité, à la sexualité, comment c'est pour moi? Est-ce que c'est aussi fluide ou pas et inversement? Ça peut être des pistes à explorer pour sentir comment c'est dans le corps et sachant qu'en plus, vraiment, cette base-là en bas est très en lien avec la sécurité, avec l'ancrage. Donc, ça peut être des pistes à explorer et c'est des pratiques effectivement qu'on partage aussi dans le cursus parce que ça permet vraiment de retrouver ces sensations à la fois verticales et horizontales et de sentir où est-ce qu'il y a besoin de fluidifier, où est-ce qu'il y a du confort, de l'inconfort et d'être curieux en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup pendant le cursus de Breathwork. Je vais glisser un petit peu vers le bas. Merci. Donc là, nous, on aime beaucoup utiliser le mot géométrie à la fois dans les espaces concrets, mais finalement, il y a aussi une géométrie qui est à l'intérieur de nous, de par cette verticalité, cette horizontalité qu'on a dans le fait d'être la façon dont on est construit. Et aussi parce que vraiment le souffle va permettre de revenir à l'intérieur. Souvent, quand on vous dit de fermer les yeux, de prendre un instant juste pour sentir où est-ce qu'on respire, tout de suite, il y a quelque chose qui nous ramène en fait au centre, à l'intérieur de nous, comme si les différentes parts qui étaient un petit peu éparpillées partout, justement, venaient se recentrer à cet endroit. Et donc, de apprendre à remettre du mouvement dans le corps, à sentir justement les différents endroits, si j'ai mal, si j'ai des inconforts, ou comment est-ce que je me place même sur une chaise et à quel endroit je me sens alignée, si je bouge mon corps en avant, en arrière. Tout ça, c'est une géométrie corporelle qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet vraiment de sentir si à certains moments on est désaxé et s'il y a besoin de remettre du mouvement à l'intérieur pour être de nouveau aligné. Donc c'est ce qu'on peut appeler justement cette complétude intérieure, de vraiment sentir toutes ces parts à l'intérieur de nous qui se rapprochent vers ce centre et qui nous permet de nous orienter. Donc ça peut être hyper utile, par exemple, si vous avez une situation qui vous interroge dans votre quotidien, où vous êtes très dans votre tête à vous poser des questions et justement de vous placer, de penser à cette situation-là, de sentir commencer dans le corps et puis de vous déplacer légèrement, par exemple, sur la gauche et de sentir commencer là pour vous. De revenir au centre, de vous déplacer vers la droite et de sentir à nouveau où est-ce que j'étais mieux, où je me sentais mieux dans cet alignement-là. Est-ce que au moment où j'étais sur la gauche, il y a une autre information de la situation qui m'est parvenue et donc du coup là, je sentais que c'était plus fluide. Au contraire, quand je me suis déplacée, peut-être que j'ai pensé à autre chose et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu se faire ressentir dans le corps. Ça aussi, ça peut être une pratique intéressante pour que vous puissiez sentir davantage ce qui est présent pour vous. Donc, je vous ai mis quelques pinimo, pareil, une petite pratique que vous pouvez faire dans votre quotidien. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi ce qui se passe quand on se décale un tout petit peu pour mieux sentir et mieux voir. Hmm. Ouais. Hmm. Ok, on va terminer avec deux, trois petites choses pour conclure. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir soutenir depuis un espace de présence. Euh, on a vraiment cette croyance qu'un bon facilitateur, et j'ai même envie de dire un bon ami, un bon compagnon, une bonne compagne, au final, un bon être humain, c'est pas un sachant, c'est un être qui est traversé, qui sait s'enraciner, qui sait être en présence. C'est quelqu'un qui sait tenir l'espace sans avoir à le remplir de quoi que ce soit. Il va pas agir depuis ses blessures, mais depuis de la clarté, depuis une forme de détachement sain. Il a appris à rester là où d'autres fuient encore, et là, ça parle encore de co-régulation. Je fais une petite parenthèse, mais si vous êtes face à quelqu'un bah, qui va pas bien, qui est avec de la colère, avec de la tristesse, avec beaucoup d'agitation, qui se sent impuissant, voilà, vous avez déjà eu des amis comme ça qui viennent vous voir et qui déversent un peu tout leur flot émotionnel. Juste de rester assis en face,
d'être ancré, d'être régulé, d'avoir un système nerveux voilà, qui s'équilibre, de regarder avec le cœur, avec de la compassion dans les yeux, ça peut déjà faire énormément sans avoir besoin de rien dire. Et ça, c'est déjà énorme. Donc le souffle, ça va vraiment nous apprendre ça, c'est d'arriver à rester dans le corps, même quand c'est inconfortable, parce que c'est là que la guérison commence. Au final, la véritable guérison, c'est d'arriver à rester assis au milieu de la tempête, c'est arriver à respirer même au milieu de la colère, au milieu de la tristesse, au milieu de l'inconfort, et aussi respirer au milieu de la joie, de l'extase, euh, de la grâce, parce que mine de rien, on parle beaucoup de l'inconfort de vivre des émotions négatives, mais croyez-moi, et j'en fais partie, c'est aussi parfois très inconfortable de s'autoriser à ressentir pleinement des émotions positives, de s'autoriser à se sentir en joie, de s'autoriser à vibrer voilà, l'extase, le mouvement, parce qu'encore une fois, on a été souvent éduqués dans un monde très rigide qui nous dit qu'il faut pas trop montrer qu'on est heureux, qu'il faut pas sortir des cases, qu'il faut pas dessiner en dehors des traits. Et donc c'est aussi, voilà, c'est pas toujours évident d'arriver à être pleinement à l'écoute de soi, en tout cas dans cette pleine authenticité et spontanéité. Donc voilà, déjà voir comment tout ça, ça résonne pour vous. Pour moi, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et puis, bah, le souffle, c'est vraiment un levier vers notre souveraineté. Euh, Chaque respiration, au final, c'est une rencontre, que ce soit dans le breathwork ou dans d'autres contextes, avec notre histoire, avec nos sensations, avec notre mémoire, avec nos ressources. À chaque fois qu'on choisit de se rencontrer, à chaque fois qu'on choisit de se ressentir, au final, on est en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un acte vraiment de reconnexion et de réconciliation avec soi. Donc le souffle, ça va nous renvoyer à notre corps vécu, à notre lignée, à notre responsabilité créatrice, à notre pouvoir d'agir autrement dans notre vie. Et donc j'avais envie de terminer avec ces quelques questions là, si vraiment, pas aujourd'hui, vous vous autorisiez à créer véritablement ce que vous aviez envie dans votre vie, dans votre quotidien, bah, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi la version de vous qui cherche à s'épanouir, à vibrer, à rayonner? Moi, je trouve que c'est intéressant parfois d'écrire, de laisser un peu venir ce qui vient sur cette version de vous que vous aimeriez incarner, comment vous la voyez, comment est, comment est-ce qu'elle agit, et puis ensuite, juste de respirer déjà dans cette image, de respirer dans cette vision, de voir qu'est-ce que ça amène comme émotion, comme inspiration. Et peut-être que juste de respirer dans cet espace, ça va déjà vous donner des premières intuitions, des premières pistes de, OK, comment est-ce que je peux commencer à mettre en action? Comment je peux faire un premier pas pour aller dans cette direction? Et voilà, le souffle, ça peut être cet élan d'inspiration-là, en tout cas. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, parce que c'est aussi pour ça qu'on le transmet. Voilà. Est-ce que déjà par rapport à tout ça, j'espère que ça va, ça a été clair, ça a été nourrissant pour vous? J'ai l'impression que oui, avec les quelques visages que je vois. Si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Là, avec la petite demi-heure qui reste, les vingtaines de minutes qui nous restent, on va terminer avec des petits témoignages de nos belles déesses. J'en ai vu qui viennent de nous rejoindre. J'ai vu Delphine, j'ai Denise, je vois Lilou. Donc voilà, je laisse juste encore 30 secondes cette magnifique photo parce que quand même, elle est vraiment jolie. C'est la dernière promotion là, du cursus qu'on a co-animé cette année. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Voilà, très, très touchant. Euh, ok, que d'émotions. Alors du coup, bah, je sais pas, les filles qui êtes là, est-ce que vous avez envie de toucher un petit mot de votre expérience, voilà, de comment vous avez vécu ce voyage transformateur, le breathwork, la respiration, voilà, on pourrait en dire des heures et des heures, mais en quelques minutes, qu'est-ce que vous auriez envie de déposer ici avec vos mots?
Je sais pas s'il y en a une qui a envie de commencer. Denise? Ouais, vas-y. Ouais, Hello, coucou à toutes, à tous. trop cool. Euh, Partager quelques mots sur le fait que cette expérience, elle a été assez introspective, puissante. Et en fait, ça a été une magnifique façon de reconnecter avec mon corps. C'est une magnifique façon de reconnecter, de connecter la tête et le corps en même temps. De réguler mon système nerveux, en fait, d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire, en fait, à la fin de ces 7 mois. Euh, Aussi de prendre conscience de ce que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que je vois autour de moi aussi. Et l'idée, c'est d'alchimiser tout ça. Et en fait, dans ce cursus-là, il y a énormément de richesse, il y a énormément de savoir. Et c'est pas que quelque chose au niveau de l'intelligence, c'est surtout au niveau de l'intelligence du corps. Et c'est une des formes, en fait, c'est la formation la plus, alors, c'est pas expérimentale, mais celle qui est la plus dans l'expérience dans le corps que j'ai faite. Et ça a été hyper surprenant parce que toutes les formations, en fait, elles font vachement appel à la tête, à la logique et tout ça. Et en fait, je suis passée par une autre porte. Et fallait le faire, fallait le créer. Elles l'ont fait. Donc voilà, c'est vraiment à tester parce que c'est un autre enseignement et c'est tout aussi précieux, c'est même plus précieux. Donc voilà, une belle conscience de mon corps, de mes potentiels et un enseignement qui est juste pas comme les autres et qui est à faire parce qu'il est précieux, il est riche, il est nourrissant. Enfin, c'est magnifique, c'est une aventure incroyable. Voilà, Mm. voilà mon partage. Et merci à vous les filles, hein. C'était vraiment cool. Je le referais hein, s'il fallait. Je le- Merci Denise, c'est bien, t'as réussi à me faire chialer. J'ai fait un cœur. Je voulais faire Oh, juste un cœur et du coup, il y en a plus qui sont pas. Mm. oh, oh. Merci, merci Denise. Beaucoup, Denis. Mm. Est-ce que Lilou et Delphine, vous avez envie de dire un mot? Oui, je crois qu'il y a Delphine qui essaie d'activer le micro, mais, Ah. mais je peux y aller si tout le monde m'entend bien. Du coup, par rapport à ce qu'a dit Denise, on va peut-être pas tout répéter parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce cursus. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué et qui a été vraiment important pour moi, c'est de pouvoir, entre guillemets, toucher et sentir les choses. Quand Denise vous a dit qu'en fait, on est dans l'expérimentation, c'est qu'en fait, on va rien apprendre qui va venir nourrir au niveau de l'intellect. Dans le sens où ça, c'est intéressant. Enfin, si, on va en apprendre quand même un petit peu. Mais c'est intéressant. Mais là, c'est plus un cursus pour apprendre à revenir dans le corps, revenir à soi, à ce qui est important pour soi aussi, du coup. Et justement, à aller chercher comment est-ce que moi, je ressens les choses, par quels moyens je les ressens, où est-ce que c'est dans mon corps, et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte dans mes relations. C'est pas simplement apprendre à ouvrir des espaces de breathwork, c'est, en tout cas pour moi, ça a été davantage d'apprendre à se trouver soi et du coup à pouvoir cheminer sur son chemin en comprenant ce qui se passe en fait pour soi. Et du coup, de pouvoir se réajuster comme ça. Et c'est dans toutes les sphères en fait de notre vie. C'est pas que pour notre travail, c'est pas que dans les relations amoureuses avec un compagnon ou avec notre famille. En fait, c'est à chaque moment de vie, on va pouvoir avoir cette vision de nous-mêmes et de se dire, OK, où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je fais les choix en conscience et qu'est-ce que j'ai envie de donner et d'apporter au monde. Et ça, cette quête de sens un petit peu de sens pour soi, de pourquoi on est là, etc. Il y en a beaucoup qui se la posent. Je pense que si vous êtes là, c'est pas pour rien non plus. Même si on aime apprendre plein de choses, on aime aussi apprendre à se connaître. Et donc voilà, moi ce que j'aurais à partager, c'est que cette formation, c'est vraiment cette ouverture pour être en lien avec les autres, mais c'est d'abord l'ouverture à soi. En tout cas, c'est ce que moi, vous m'avez transmis. Donc merci. Voilà.
Merci Lélo. Merci. Ah. Et Delphes. moi, j'ai dû réussir à remettre le son. Ah, yes. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà, bon, moi, j'ai fait 2 heures de shooting vidéo tout à l'heure pour faire un petit témoignage pour les filles. Mais non, j'aimerais dire que, voilà, au-delà d'être une formation, en fait, pour moi, c'est pas que une formation, c'est une transformation vraiment. C'est vraiment aller chercher au fond de soi, c'est vraiment euh, lever les masques. Voilà. Je crois que, enfin, je sais pas quel est le parcours des gens qui sont en ligne, mais qu'on soit thérapeute ou qu'on soit pas thérapeute, quel que soit notre chemin, en fait, ben, on a besoin à chaque moment de se rappeler qui on est, de se rapprocher de notre authenticité, vraiment. Et ce cursus, il a permis ça, vraiment pour moi. Au-delà du fait que j'ai adoré aussi en apprendre plus sur les névroses, et comme disait Lilou, ou comme disait Denise tout à l'heure, effectivement, il y a une partie de notre mental qui est quand même nourrie par d'autres choses, par des choses un peu plus théoriques. Mais c'est vraiment, ouais, vraiment reconnecté à soi. Alors moi, j'avais pas trop compris au départ, je crois, ce que ce que j'allais faire. C'était vraiment un appel pour moi, cette formation. Et après plein d'autres formations que j'ai pu faire, voilà, j'y ai trouvé encore autre chose qui est venu vraiment, qui est venu compléter ce que j'avais pu apprendre de moi. Et j'ai pu voir, voilà, une autre facette de moi et une facette qui m'a justement permis de m'ouvrir différemment aux autres aussi. Voilà. Parce qu'on n'en parle pas, mais si quand même, je vais en parler de ce groupe incroyable. Et s'il y a d'autres personnes qui font ce cursus, je leur souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir, de pouvoir au-delà d'aller à la rencontre d'eux-mêmes, aller à la rencontre aussi des autres personnes qui vont être dans le cursus. Et nous, on a vécu une aventure absolument incroyable. Et en fait, c'est que le début, puisqu'on n'arrête pas. Depuis que la certif est terminée, on s'envoie 302 messages par jour. Voilà, donc c'est une vraie aventure humaine. Voilà. Mm. Voilà. Et les filles, bah, ça, je l'ai écrit et je vous le redis. Et c'est pas, voilà, vous n'êtes pas que des formatrices. Vous nous avez transmis tellement de choses. Voilà. Et vous avez aussi laissé, c'était chouette de vous voir aussi à travers votre vulnérabilité, à travers vos forces, voilà, et de pouvoir bah, passer un peu de l'une à l'autre. C'était chouette aussi parce que c'était ce qui faisait que cette formation était vraiment très humaine. Voilà. Hmm. Et, Merci. Delphine, je ne mets pas le cœur, sinon il va m'en avoir partout dans mon Oui, oui, écran. cœur, cœur, cœur. Le cœur, il y a je voulais rajouter peut-être aussi pour ceux là qui regardent ou qui regarderont en replay, s'il y a besoin, en tout cas, je sais pas pour les filles, je m'engage pour moi, mais peut-être pour les filles aussi, s'il y a des questions, etc., et que vous avez envie d'échanger avec nous, on peut rester disponible et à l'écoute de ça aussi. Donc voilà, pas hésiter à nous solliciter si besoin. On Ah, peut vous mettre, peut-être pas les numéros, mais juste nos noms, et puis vous nous retrouvez après, vous vous débrouillez, quoi. Voilà. Et je merci. rajoute aussi que dans le cursus, ce qui est très chouette, c'est, mais je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est le système de parrainage. En fait, les sessions d'avant parrainent les nouveaux venants. Et ça, c'est aussi très riche de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a parcouru la même chose à sa manière, mais de pouvoir aussi avoir un œil extérieur et de pouvoir échanger entre chaque session. C'est assez rassurant aussi. Voilà. Hmm. Ouais, merci J'ai hâte d'être marraine. merci de le préciser, Delphine. Oui, c'est sûr que c'est une chouette. Ça vous permet de revivre le process d'une manière différente et d'accompagner des personnes aussi qui traversent tout ça. Donc, ouais, c'est beaucoup de joie. Merci mille fois, les filles, d'avoir déposé ces mots ici. C'est hyper précieux pour nous et c'est très précieux aussi. En fait, ça nous touche vraiment et on a tellement à cœur de continuer à diffuser cette médecine avec Mélissa quand on voit quel impact ça a. Que ce soit franchement que vous veniez respirer avec nous dans le cursus ou que vous alliez respirer ailleurs. Bon, vous pouvez respirer bien sûr avec nos élèves parce que elles sont passées par nous.
Mais voilà, il y a plein de monde qui fait plein de choses chouettes avec la respiration en France et partout dans le monde. Et vraiment, moi, si j'ai une invitation, c'est aller respirer, aller tester, aller oser. Connectez-vous avec le vivant, connectez-vous à vous, à votre corps. On a tellement besoin de ça. C'est pas pour rien que ça se développe de plus en plus, tout ce qui tourne autour du chant, de la danse, du souffle. Parce qu'on a été tellement pendant longtemps cloisonnés dans des carcans, dans des obligations, dans des interdits. Là, on est vraiment dans une ère où il y a énormément de dogmes et de choses qui sont en train de péter. Merci Pluton. Et voilà, et c'est pas pour rien. Donc, si vraiment vous pouvez vous autoriser et vous offrir ces espaces-là, bah, nous, on sera hyper heureuse parce que on voit l'impact que ça a à une échelle minime, que ce soit bah là, la certification pendant 4 matinées, on a du monde qui est venu respirer avec les filles et c'était magique de voir à chaque fois les gens repartir, la différence, un regard plus illuminé, le sourire, une sensation d'avoir touché du doigt quelque chose. Et ça n'a pas de prix. Et vraiment, on a besoin de continuer à diffuser toutes ces pratiques-là parce que bah, le monde s'en portera bien mieux au final. Voilà. Mélissa, je sais pas si tu veux rajouter un truc aussi. Ouais, merci beaucoup les filles pour vos partages. C'est vraiment très précieux, ça fait chaud au cœur. Moi, ce qui me touche aussi particulièrement, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est tout ce qui est en lien justement avec nos reliances aux ancêtres. C'est vrai que parfois ça peut paraître abstrait parce que on a dans nos cultures plutôt occidentales, avec le temps, on a perdu cette connexion-là et moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper important qu'on puisse reconnecter justement à d'où l'on vient, à notre héritage, à ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, parce que, il y a vraiment des ressources qui sont merveilleuses. On a la possibilité de reconnecter à des racines qu'on avait perdues ou dont on n'avait pas forcément conscience, justement à travers la danse, à travers la respiration. Et c'est un cadeau merveilleux de pouvoir continuer à être en lien avec ceux qui nous ont précédés, surtout nos êtres chers qui sont peut-être plus là aujourd'hui. Et il y a toujours ce lien voilà, entre les générations, celles qui nous ont précédés, celles qui arrivent, celles qui sont là. Et c'est pas toujours évident avec aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus nombreux à, quand on fait le choix d'avoir des enfants, à les avoir un petit peu plus tard. Et c'est vrai que ça crée des gaps après entre les générations. Et voilà, pour moi, c'est hyper important qu'on ait cette conscience-là. On est de plus en plus nombreux aussi à se mélanger entre nous, à choisir voilà, d'entrer en relation, d'être en couple mixte, d'avoir des enfants issus de différents métissages ou d'être né quelque part et de vivre ailleurs. Et ça, c'est ultra important aussi de venir mettre de la conscience là-dedans et de s'interroger aussi sur toutes ces valeurs identitaires, ces questionnements qu'on peut avoir et on se relie à quelle partie de nous. Et ça fait partie aussi des nombreuses facettes qu'on est à l'intérieur. Donc, voilà, moi, je peux que encourager Je aussi. voulais qu'on regarde un. Ah, je Oui. peux que vous encourager à oser poser des questions aux personnes qui sont encore vivantes dans votre entourage, dans votre famille, et voilà, nourrir ces racines qui sont là avec nous pendant très longtemps. Donc, ouais, de prendre vraiment soin de ça. Et je trouve que la médecine du souffle, elle permet aussi ça. Et je trouve ça merveilleux de rester en lien les uns les autres de cette façon. Donc, ouais, c'est aussi une porte à laquelle on pense pas forcément, mais qui est voilà, à la portée de tous. Donc, ouais. Hmm. Ok, merci Mel d'avoir co-animé cette chouette conférence. Merci aux filles d'être venues pour déposer vos mots. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, il y a des questions ou pas. Euh, voilà, si besoin, l'espace il est ouvert encore quelques minutes. De toute façon, il va y avoir énormément de personnes qui vont regarder la conférence en replay. Donc c'est pareil, si jamais il y a des questions, des petites choses, vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter. D'ailleurs, notre adresse mail pour le cursus, c'est cursusalchimia@gmail.com. Mais vous pouvez aussi me contacter via mon site et moi je transmets à notre adresse à nous.
Comme disaient les filles, vous pouvez aller voilà, les rencontrer, les suivre. On pourra aussi, de toute façon, on va repartager un petit peu des capsules de témoignages. Et puis, encore une fois, au-delà du cursus, bien sûr, nous, on anime une soirée de breathwork avec Mélissa le 29 mai à Annecy. Et voilà, et après nos élèves, elles animent des breathwork à plein d'endroits différents. Là, il y en a qui vont co-animer en Suisse, il y en a qui vont en faire à Lyon, il va y en avoir un peu partout. Donc, si vous cherchez des adresses autour de chez vous, faut pas hésiter aussi à nous demander, parce qu'on a formé des élèves maintenant qui sont un petit peu disséminés aux quatre coins de la France. Et ça vous permettra aussi d'aller tester et expérimenter. Vous recevrez la petite pratique aussi que vous pouvez faire guider de chez vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à creuser le sujet, à tester, à voir ce qui vous appelle, ce qui vous correspond. Dans les Yvelines, Elvira, les Yvelines, c'est en région parisienne. Ouais, c'est dans le 78, je crois. On a qui à Paris, nous? On a des anciennes élèves qui sont du côté de Paris. On regardera ça, mais oui, on a, ouais, c'est ça, dans le 78, il y en a qui, j'ai une grille en tête et il y a d'autres personnes qui Et sont, il y a Manon aussi qui est dans le nord, mais je pense oui, que c'est Manon qui est encore à plus au Lille. nord. Je Émilie, sais en pas où effet, on a Émilie de la aussi. promo de cette année, ouais, qui est en région parisienne. Donc de toute façon, comme le disait Aurore, on va partager certainement aussi en story quand les filles indiqueront les dates. Mais ouais, il y a un petit peu partout en France. Et, il y en a qui sont du côté de Bordeaux, de Biarritz. Donc il y a un petit peu partout. Mm, mm. Ok, bon, ça va, pas d'autres questions. De toute façon, c'est chouette, c'était riche, je pense. Vous avez eu quand même pas mal d'infos ce soir. Mm. Euh, un petit message de Fleur qui nous remercie. Oh, Martinique, waouh! Eh oui, Martinique. Oui, je Génial. me souviens. Je crois qu'on avait échangé un petit peu. Tu m'avais dit que le cursus, il t'appelait, mais que t'étais un petit peu loin. Ouais, on n'a pas encore créé effectivement un cursus nomade. On pourrait aller dans les différents endroits francophones. Oui, il faudrait qu'on Est-ce réfléchisse à un format dom-tom, mais bon, il faudrait que ce soit plus condensé, parce que s'il faut faire des allers-retours à chaque fois, que ça? c'est pas très empreinte carbone friendly. Ouais, bah super, bah oui, viens, viens, viens. Ok, bon, bah on va vous laisser aller vous reposer, manger, peu importe. Je vais déjà arrêter l'enregistrement.